Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie de la partie mécanique en ce qui concerne le chapitre 15 qui s'intitule donc modélisation de l'écoulement d'un fluide. En fait, il s'agit d'une partie qu'on appelle plus généralement de la mécanique des fluides. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un fluide? Déjà, premièrement, un fluide, eh bien, c'est ce qu'on va considérer comme étant soit un gaz, soit un liquide. On va considérer deux cas dans cette première partie. Premièrement, ça va être le fluide qui va être au repos, et le deuxième, ça va être un fluide donc qui va s'écouler, donc qui va être en mouvement. Alors, premièrement donc, si c'est le fluide au repos. Alors, je vous mets donc, considérons un fluide au repos dans le champ de pesanteur uniforme G dans le référentiel terrestre supposé galiléen et un solide en équilibre totalement immergé dans ce fluide. Alors, si vous avez déjà plongé un ballon dans de l'eau, c'est-à-dire un fluide, c'est-à-dire un liquide, eh bien vous allez bien sentir que ce ballon, eh bien il va avoir tendance à remonter, donc c'est la force qui va le permettre de le faire remonter, eh bien cette force c'est ce qu'on appelle la poussée d'Archimède. Donc on vous dit donc que ce solide subit une force de la part de fluide, nommée donc poussée d'Archimède, et que on va noter grand pi la plupart du temps. Donc pi comme ceci, pi majuscule, avec une flèche, parce que, du coup, eh bien, c'est un vecteur force. Alors, d'où vient ce nom? Eh bien, ça vient d'un savant grec qui s'appelait Archimède. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la légende, mais il faut la connaître quand même. Donc, en fait, c'était le roi Hieron qui avait demandé à Archimède de savoir si une couronne était en or véritable, ou alors s'il y avait à l'intérieur des métaux qui étaient moins précieux. Évidemment, il devait savoir si cette couronne était en or véritable sans détruire la couronne. Et donc il y eut la révélation de la manière de prouver que cette couronne était en or ou pas, quand il est rentré dans son bain. Il a compris que justement, quand il rentrait un solide dans un fluide, comme dans de l'eau, eh bien il allait subir une force verticale vers le haut. Alors après, par un système de balance, donc je ne détaillerai pas ici, eh bien il a pu déterminer si la couronne était en or ou pas. Et donc il habitait à Syracuse, donc qui se trouve maintenant dans l'actuelle Sicile. Eh bien, il sortit dans les rues de Syracuse en criant Eureka, Eureka, ce qui veut dire j'ai trouvé en grec. Voilà. Donc, et puis en plus, il s'est sorti tout nu apparemment, parce qu'il était un petit peu, un petit peu particulier. Alors, quelle est l'origine, c'est le petit 1, de la poussée d'Archimède? Alors, vous avez dû voir déjà, premièrement, en première, que quand vous mettiez un solide, eh bien, dans un fluide, soit un liquide, soit un gaz, eh bien, il allait subir donc une force de pression qui allait dépendre de l'altitude. Donc plus on était en hauteur, et moins la force de pression était importante, et plus vous étiez bas, et plus la force de pression était importante. Ça a été dicté dans la loi qu'on appelle la loi fondamentale de la statique des fluides, que vous devez connaître, qui s'écrit comme ceci, donc que la pression en un point 1 moins la pression en un point 2 est égale à quoi? Eh bien à la masse volumique, donc le ρ du fluide, fois G, l'intensité de la pesanteur, fois la différence d'altitude entre les deux points. Et donc c'est Z2 moins Z1. Ici, il faut faire attention, c'est inversé, c'est 1 moins 2, ici c'est 2 moins 1, sinon il y a un problème de signe qui va apparaître. Et donc on comprend que d'après cette formule-ci, eh bien que la pression va augmenter si vous allez diminuer en altitude, puisque vous allez avoir une masse de fluide plus importante au-dessus de vous, donc forcément vous allez avoir une pression plus importante. C'est ce qui se passe quand on vous descendez en plongée sous l'eau, plus vous allez descendre sous l'eau et plus vous allez subir une force de pression importante. Voilà, donc cette loi ici de la loi fondamentale de la statique des fluides traduit cet effet-là. Donc vous allez pouvoir noter que donc l'intensité des forces pressantes donc augmente avec la profondeur d'immersion. Voilà. Alors donc maintenant imaginons que je reprenne justement cette loi fondamentale de la statique des fluides. Alors j'ai ici un axe Z vertical qui va désigner l'altitude, une altitude Z1, une altitude Z2 et puis un vecteur unitaire K. Et donc je vais plonger un solide ici, par exemple un cylindre, dans ce fluide. Donc en fait on sait que les forces de pression c'est quoi? Ce sont des forces par unité de surface dont le sens est dirigé toujours du fluide vers la surface. Donc en gros sur cette face supérieure j'ai une pression qui va s'exercer sur cette face supérieure, donc qui va être dirigée vers le bas. En bas j'ai une force qui va être dirigée vers le haut, et sur les côtés, sur les faces latérales, une force qui va être dirigée donc du fluide vers l'extérieur, donc ici vers la gauche et ici de ce côté-là vers la droite.
Comme la pression et donc la force pressante augmentent quand je diminue dans l'altitude, c'est pour ça que ici j'ai fait des flèches qui étaient plus importantes que ici en haut, et même chose sur ce côté-là. Même chose pour la face supérieure et la face inférieure, puisque je suis plus en profondeur ici, et bien cette force-là est plus importante que celle-ci. Alors on remarque deux choses. Premièrement, on remarque que cette force qui va s'exercer sur le côté gauche est exactement la même que celle-ci, sauf qu'elles sont dans les sens opposés. On dit que dans ce cas-là, les forces se compensent. Et donc je peux répéter ce raisonnement-là pour n'importe quel point ici de ma face latérale. Donc en gros, les forces qui vont s'exercer sur mon solide sur toutes les parois, vont se compenser exactement et donc vont forcément s'annuler. Il ne va vous rester que la face du haut et la face du bas. Et puis comme cette flèche-là est plus grande que celle-ci, on comprend que la résultante des forces qui va s'appliquer sur son solide, est une force qui va être dirigée vers le haut et verticale. C'est justement cette résultante des forces que nous, on va appeler la poussée d'Archimède. Alors, vous allez pouvoir noter donc, les forces pressantes latérales, se compensent, puisqu'à la même profondeur d'immersion, alors, il y a une petite erreur sur ma feuille ici, mais pour vous, sur votre feuille, ce sera corrigé. Donc c'est les forces pressantes latérales se compensent, puisqu'à la même profondeur d'immersion, on fait une petite phrase, donc la pression est la même, alors que la résultante des forces pressantes, elle va être verticale et dirigée vers le haut sur les faces supérieures et inférieures. Donc ici, voilà, c'est pas bien noté, mais vous, sur votre feuille à vous, ce sera corrigé. Et donc, ce qu'on appelle la poussée d'Archimède, c'est justement la résultante de toutes ces forces-là. Donc, on va la noter comment? On va la noter donc que grand pi, ici, avec une flèche, c'est égal à la somme des forces pressantes, avec un S, puisqu'il y en a plusieurs, avec une grande flèche. Et donc, celle-ci, si mon axe est dirigé vers le haut, elle sera positive, et donc dirigée vers le haut. Alors, comment fait-on pour la calculer? On l'avait déjà vu dans un précédent chapitre, mais je vais vous la rappeler. En fait, donc, quelle est l'expression de cette poussée d'Archimède? On vous dit donc, tout corps immergé tout en partie dans un fluide au repos subit de la part de celui-ci des actions mécaniques dont la résultante est modélisée par une force verticale et dirigée vers le haut. C'est donc la poussée d'Archimède. La valeur de la poussée d'Archimède, c'est ça qu'il faut retenir, est égale à quoi? Est égale au poids du volume du fluide déplacé. Donc si je veux calculer par exemple la norme de la poussée d'Archimède, la norme de la poussée d'Archimède c'est quoi? C'est donc pi qui est égal à la masse du fluide, c'est un D ici, donc du fluide déplacé, fois petit g. Alors, en fait, ça c'est pas votre programme de la démonstration, mais on peut le comprendre assez intuitivement. Alors, si je reprends l'histoire de mon cylindre qui est par exemple dans de l'eau, en fait, il va subir une force vers le haut, donc qui va tendre à le faire remonter si, par exemple, la poussée d'Archimède est supérieure à celle du poids. Maintenant, imaginons que je retire ce cylindre, si je retire ce cylindre, il va être son volume qui est occupé va être rempli par le fluide qui est environnement. Et donc en fait ce fluide qui va reprendre sa place, lui il est en équilibre. Il est en équilibre, ça veut dire que son poids va être égal en norme à la force qui va subir vers le haut, c'est-à-dire la poussée d'Archimède. Donc en gros c'est bien la poussée d'Archimède, c'est bien la masse du fluide déplacé fois petit g, c'est-à-dire donc au poids du volume déplacé. Alors, donc si je reprends ici, la masse du fluide déplacé, c'est quoi? C'est aussi la masse volumique fois son volume. On peut écrire que pi, c'est égal au ρ du fluide fois le volume du fluide déplacé. Donc, du fluide déplacé fois petit g. Alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, ça c'est la norme. Si maintenant, je veux l'expression vectorielle, ça vous ne notez pas, mais petit g, lui, il est vers le bas,
D'accord. Si mon axe OZ il est dirigé vers le haut, eh bien la poussée d'Archimède, elle est vers le haut aussi. On voit bien que vous n'avez pas le même signe entre pi et g, donc ça veut dire que si vous voulez l'expression vectorielle, eh bien il faudra rajouter un moins. Donc on peut marquer donc que pi vectoriellement, c'est égal à moins ρ du fluide, de l'eau par exemple si je le mets dans l'eau, fois le volume que l'on va immerger, fois petit g. Voilà, avec une flèche parce que un vecteur est toujours égal à un vecteur. Alors en ce qui concerne les unités, eh bien ça c'est une force, donc c'est en newton. Ici une masse volumique, c'est là où il faut faire attention, eh bien ce sont des kilogrammes par mètre cube dans le système international, donc kilogramme point m-3. Le volume, lui, ce sera en mètres cubes, et puis G, bah lui, c'est 9,81 si on se situe par exemple à Paris. Alors ce sont des newtons par kilogramme, ici, ou des mètres par seconde moins 2, c'est pareil, on va pas revenir dessus. Alors, je vous propose de faire deux exercices. Donc, un premier exercice qui se situe ici, donc je vais vous laisser le lire et puis d'essayer de le faire, et un deuxième exercice par la suite. Alors, on étudie un iceberg de volume V égale 1,0 fois 10 puissance 8 mètres cubes, dont la proportion de volume sous la surface de l'eau est égale à 90%. L'eau de mer est à une température de 4 degrés Celsius, et à une densité à ce moment-là, donc à cette température, d'eau des eaux de mer égale 1,05. La masse volumique de l'air est ρr égale 1,27 g par litre. L'intensité du champ de pesanteur vaut G égale 9,80 Newton par kilogramme. Et on vous demande donc de calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée sur l'iceberg par l'eau, puis par l'air, et de comparer les deux. Alors, on va déjà faire la première partie, c'est-à-dire on va calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée par l'eau. Donc je vais le faire ici, dans cette première partie ici. Donc, alors, la poussée d'Archimède par définition exercée par l'eau, c'est pi, on va mettre O, est égal, alors on va calculer ici que la valeur, donc on n'a pas besoin de faire la calcul vectoriel, donc c'est-à-dire le ρ de l'eau fois le volume d'eau déplacé, donc immergé on va dire, fois petit g. Alors là je vais être obligé de détailler un petit peu mon calcul, puisque le ρ de l'eau est pas directement donné, par contre on a la densité. Alors, il faut se souvenir de la formule de la densité. La densité, c'est quoi? Eh bien, on va dire que la densité de l'eau, eh bien, c'est le ρ de l'eau de mer que l'on a ici sur l'eau de référence, c'est-à-dire, eh bien, la masse volumique de l'eau pure. C'est-à-dire que le ρ de l'eau, le ρ de l'eau de mer, on va dire, est égal à la densité de l'eau fois l'euro de référence. Alors l'euro de référence c'est quoi? Eh bien ça c'est la masse volumique de l'eau pure, c'est-à-dire c'est 1 kg par litre. Alors 1 kg par litre c'est bien, sauf que ici j'ai souvent des mètres cubes ou ou plutôt des kilogrammes et des mètres cubes. Donc en fait il faut essayer de se souvenir la valeur, si c'est 1 kg par litre, ça veut dire que c'est 1000 kg par mètre cube. C'est-à-dire que ici le D de l'eau, c'est 1,05 fois, 1000, j'ai marqué mon unité ici en petit au crayon papier, kilogrammes par mètre cube. Ce qui veut dire que ici, si je fais 1000 fois 1,05, j'aurai une densité de l'eau en kilogrammes par mètre cube. Donc on va le noter, donc ça vous donne, égal à 1,05 fois 10 puissance 3 kilogrammes par mètre cube. Voilà. Alors ça j'ai mon ρ de l'eau. Par contre le VO déplacé, on vous dit que justement dont la proportion du volume sous la surface de l'eau est égale à 90%. Donc je vais prendre 90% de ce volume là, et puis j'aurai terminé mon calcul. Donc c'est-à-dire que ça vous donne 1,05 fois 10 puissance 3 fois 1,0 fois 10 puissance 8, fois 90%, fois G, c'est-à-dire 9,81. Donc si on fait ce calcul-là, on trouve 9,3 fois 10 puissance 11, donc c'est une force, ce sont des newtons. Alors je peux faire le même calcul, mais cette fois-ci, je vais le mettre ici en rouge,
par l'air, donc ici ça va être ici pour l'air à cet endroit-là. Donc le pi de l'air, par définition c'est quoi? Bah c'est le rho de l'air fois le volume d'air fois petit g. Alors le rho de l'air, est-ce qu'on nous le donne? Oui, il est là, sauf que ce sont des grammes par litre. Donc, eh bien, si j'ai des kilogrammes, c'est des grammes par litre, ben, j'aimerais bien des kilogrammes par mètre cube. Alors, on peut le noter ici sur le côté. Donc, le rho de l'air, c'est donc égal, pour bien comprendre le calcul, c'est bien 1,27 grammes que je vais diviser par 1 litre. Bah, donc, si je veux des kilogrammes, ça vous donne 1,27 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes, que je divise par 1 litre, c'est-à-dire 10 puissance 3 mètres cubes. Non, moins 3 évidemment, sinon ça marche pas, donc 1 litre c'est bien 1 millième de mètre cube, donc c'est bien 10 puissance moins 3. Donc en fait, bah regardez bien, les 10 puissance 3 peuvent s'annuler, donc en gros, bah en fait, que j'ai ma masse volumique en grammes par litre ou en kilogrammes par mètre cube, eh bien c'est la même chose, c'est la même valeur, c'est 1,27 kg par mètre cube. Voilà. Alors, le volume d'air, maintenant, celui-ci, bah, je l'ai, hein, puisque si 90% est sous l'eau, bah, ça veut dire qu'il reste 10% en dehors de l'eau. Donc, je peux faire mon calcul. Ça vous donne donc 1,27 fois 10%, donc 10 sur 100 du volume initial, c'est-à-dire 1,0 fois 10 puissance 8, fois petit g, pardon, excusez-moi, c'est-à-dire 9,81. Voilà, hop. Donc 9,81. Et si je fais mon calcul, eh bien on va trouver une valeur de 1,2 fois 10 puissance 8 newton. Alors on peut faire le rapport des deux, hein, mais on s'aperçoit que forcément ici, le pi de l'eau est très supérieur au pi de l'air. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, il n'y a pas de E ici, hein, c'est pas l'air comme ceci, mais je peux pas l'effacer. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir négliger la poussée d'Archimède due à l'air par rapport à celle de l'eau. De manière générale, à chaque fois qu'on mettra un solide qui flotte à la surface de l'eau, bah, souvent on négligera la poussée d'Archimède liée à l'air. D'accord ? Voilà. Deuxième exercice. Donc ici, on vous donne des données. Donc un glaçon de volume 9,5 cm3 flotte dans un verre rempli d'eau à ras-bord. Calculez la masse du glaçon. Alors, premièrement, donc, calculer la masse du glaçon. Alors, c'est pas très compliqué puisque on a le volume et puis on a la masse volumique. Hein, donc, je sais que M égale ρ fois V. Alors, attention, le ρ, c'est le ρ de la glace que j'ai ici. Donc, j'ai ici, par contre, faut faire attention puisque j'ai des centimètres cubes ici, et puis là, j'ai des kilogrammes par mètre cube. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre dans le système international. Donc, je vais prendre des kilogrammes et puis des mètres cubes ici. Donc, ici, je vais garder mon 920 kg par mètre cube fois, alors par contre c'est là qu'il faut faire attention, des centimètres cubes, donc les centimètres c'est 10 puissance moins 2, par contre comme je suis au cube, ici c'est puissance 3, donc ça vous donne ici, je vais le réécrire en dessous, donc 920 fois 9,5 fois 10 puissance moins 6, et si vous faites votre calcul, vous allez trouver donc 8,7 fois 10 puissance moins 3 kg, soit 8,7 grammes si on veut le mettre en grammes. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question, on vous demande de calculer le poids P du glaçon. Alors, ça c'est pas dur non plus, hein, puisque je connais mes formules. Donc P du glaçon, c'est égal à la masse du votre glaçon fois petit g. Donc ça M, je viens de la calculer, donc c'est 8,7 fois 10 puissance moins 3 fois 9,8, et puis donc dans ce cas-là, on va trouver 8,6 fois 10 puissance moins 2. Donc 8,6 fois 10 puissance moins 2 newton. Il y a un moins ici. Voilà.
Alors, petit 3, c'est calculer la valeur de la poussée d'Archimède exercée sur le glaçon. Alors là, on pourrait croire qu'il faut appliquer la formule directement, puisque je l'ai ici, la valeur de la poussée d'Archimède. Donc c'est le ρ du fluide fois le volume du fluide déplacé fois g. Donc ici, le problème, c'est que je ne connais pas le volume immergé, il n'est pas demandé. Et donc, il n'est pas donné. Donc par contre, si je regarde un peu les questions d'après, je vois que c'est la question d'après. Donc je peux pas utiliser cette formule-là. Donc qu'est-ce que je peux utiliser? Ici, c'est un problème de mécanique. Il faut que j'utilise une des lois de Newton. Alors, tout simplement, votre glaçon, lui, si je fais un schéma rapide de votre situation, j'ai mon verre qui se trouve ici, et puis j'ai le glaçon ici qui flotte à la surface, alors à peu près comme ceci. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mon solide est à l'équilibre. Je vais utiliser une loi de Newton, c'est-à-dire la première loi de Newton, le principe d'inertie. Je sais que la somme des forces égale 0. Donc, en fait, ici, ce que je peux marquer, c'est que petit 3, d'après la première loi de Newton, d'après la première loi de Newton, je sais que, la somme des forces qui va s'exercer est égale au vecteur nul, c'est-à-dire que, quelles sont les forces que j'ai ici? J'en ai deux, puisque j'ai ici, c'est trop gros ça, on va faire ici, voilà, tac, donc on va le refaire, pardon, excusez-moi, tac, oups, donc je refais mon solide, donc j'ai mon poids P, voilà, qui va être comme ceci, et puis je vais aussi avoir ma poussée d'Archimède, qui va être dans l'autre sens, et comme c'est à l'équilibre, forcément la somme des deux égale 0. Alors mon schéma est pas très bien fait puisque cette longueur ici doit être la même que la longueur au-dessus, mais voilà, on va comprendre quand même. Donc ici, je sais que P plus pi égale 0, d'accord? Ça veut dire que P égale moins pi. Alors si je passe en norme, ça veut dire que P égale pi. P, on vient de le trouver puisque c'est ici, c'est 8,6 fois 10 puissance moins 2. Donc ça veut dire que pour la question petit 3, pi égale donc 8,6 fois 10 puissance moins 2 newton. Voilà. J'ai mon résultat. Alors, question 4, justement, je vais pouvoir calculer le volume immergé. Donc, question petit 4, moi je sais que, pi, c'est égal au ρ de l'eau fois le volume immergé fois g. Donc là, j'ai tout, puisque ça, je le connais, ça, je le connais, et ça, je viens de le connaître. Donc forcément, je peux dire que le volume immergé, c'est égal à pi sur ρ de l'eau fois petit g. Donc ce qui vous donne 8,6 fois 10 puissance moins 2 newtons sur le ρ de l'eau, c'est-à-dire 1000 kg. Moi je vais pas mettre l'unité. 1000 ici fois le g, c'est-à-dire 9,8, et si je fais mon calcul, on va trouver un volume immergé de 8,7 fois 10 puissance moins 6 mètres cubes. Voilà. Donc comme je sais que tout à l'heure on avait fait la conversion des centimètres cubes en mètres cubes, c'était 10.6, donc en fait c'est 8,7 centimètres cubes. Voilà. Alors, dernière question ici, on vous demande l'eau déborde-t-elle lorsque le glaçon fond? Alors c'est là que je m'aperçois que j'ai pas bien fait mon schéma, parce qu'en fait, dans le schéma initial, on vous dit que l'eau est au ras-bord. Donc en fait, l'eau se trouve à cet endroit ici. Alors quand le glaçon va fondre, il va occuper un volume plus petit que ce qu'il occuperait à l'état liquide. Ça, vous devez savoir que justement la glace, c'est une propriété un peu particulière, en fait elle occupe un volume plus important que la même masse d'eau liquide. Donc en gros, est-ce que justement la partie qui est immergée, le volume immergé va être égal, plus petit ou plus grand que le volume que va occuper la glace, mais à l'état liquide, enfin le glaçon plutôt, mais quand il aura complètement fondu à l'état liquide. Donc en gros, il faut que je compare justement le volume immergé qu'on vient de calculer, qui se situe donc ici, donc 8,7 cm3, et donc il faut que je le compare au volume d'eau liquide quand mon glaçon aura complètement fondu.
Voilà, donc ce que je veux, en fait, c'est le volume de l'eau liquide. Alors je vais le faire par où? Je vais le faire ici, j'ai plus beaucoup de place sur votre feuille, je pense que j'ai laissé beaucoup plus de place, parce qu'il me manque beaucoup de place. Donc question numéro 5. Donc le volume d'eau liquide, alors c'est égal à quoi? Alors je sais que c'est forcément, bien d'après la formule de la masse volumique, c'est donc la masse de liquide que je vais diviser par le rho de liquide, c'est-à-dire le rho de l'eau. D'accord? Alors ça, le rho de l'eau, je l'ai, c'est le rho E qui se trouve ici, c'est 1000 kg par cube. Par contre, la masse de liquide, je l'ai pas. Bon, en fait, si je l'ai, puisque en fait, la masse de liquide, c'est quoi? Il y a conservation de la masse, que je l'ai de l'eau sous forme liquide ou solide, on sait que lors des transformations physiques, vous avez toujours la même masse. Donc en fait, c'est aussi égal à la masse de glace, donc que je divise par le rho de l'eau, j'avais appelé ça rho tout à l'heure. Et donc la masse de glace, je l'ai, puisque la masse de glace, c'est rho glace fois le volume de glace que j'ai ici. Tac. Donc le volume de glace, pardon, excusez-moi, c'est le volume que j'ai nommé tout à l'heure V. C'est celui-là, c'est le V qui se trouve ici. C'est donc 9,5 cm3 divisé donc par rho E ici. Alors si on fait le calcul, on va trouver exactement la même chose. On va trouver 8,7 cm3. Ce qui veut dire que votre volume de liquide, c'est égal au volume immergé. Donc conséquence, l'eau ne débordera pas. Donc l'eau ne pas. Donc voilà, et donc on s'aperçoit que si on considère que le réchauffement climatique va faire fondre la glace et que ça va augmenter le niveau de la mer à cause justement de cette fonte des glaces, c'est faux. Toutes les glaces qui flottent sur l'eau, eux ne vont pas faire augmenter le niveau des océans. En fait, c'est la fonte des glaciers premièrement qui va faire ça, et aussi deuxièmement, c'est que le volume des océans va augmenter aussi avec la température. Donc voilà, c'est surtout ça qui va faire que ça va faire augmenter le niveau de l'eau de mer, ce réchauffement climatique. Voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.